bien simplement avoir quelqu'un qui puisse répondre au téléphone diminue considérablement et déjà les hospitalisations et aussi évite ce qu'on appelle ces prescriptions anticipées qui, à mon avis, ne sont pas une réponse, en particulier dans les troubles du comportement. Il est tout à fait inadmissible d'avoir des prescriptions anticipées de neuroleptiques ou d'anxiolytiques à donner à la demande. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable et que l'on voit régulièrement dans les établissements. Voilà ce que je peux dire. Mais c'est vrai que si on avait une infirmière, nous avons une astreinte infirmière la nuit téléphonique et on a particulièrement amélioré le fonctionnement des services. On a pu diminuer... on a pu diminuer les hospitalisations. J'ai aussi travaillé dans un établissement où nous étions au tarif global. Et au tarif global, nous étions arrivés à instituer une permanence médicale 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pour un établissement de 93 lits, sur la dernière année où j'ai travaillé, nous avions eu 30 hospitalisations sur l'année, donc 20 personnes qui ont été hospitalisées et 10 personnes qui ont eu des réhospitalisations. Donc on s'aperçoit quand même, alors on vient de nous dire qu'il y a des études qui ont été faites au niveau de la pertinence du tarif global et que le tarif global est revient beaucoup plus cher à la sécurité sociale que le tarif partiel. Mais je pense que si on mesurait véritablement l'impact de la permanence de soins, on arriverait à se dire que peut-être que le global revient moins cher. Parce que je pense que 30 hospitalisations d'urgence dans un établissement, ce n'est pas énorme. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, il est évident que les médecins se déplacent, qu'on ne va pas envoyer les personnes âgées pour se faire 2 points parce qu'il y a eu une petite plaie. Toutes ces petites choses-là étaient parfaitement gérées par l'établissement grâce au tarif global. Voilà. Maintenant, je vous dis, dans l'établissement dans lequel je travaille actuellement, nous avons une permanence infirmière, mais c'est des choses qui coûtent très cher. Voilà. Et travaillant aussi au niveau de l'ARS dans le cadre du parcours de soins de la personne âgée, on nous dit on ne peut pas financer ça. Et pourtant, c'est ce que je leur disais la dernière fois, je pense que le coût de l'infirmier est bien moindre si on le rapporte au coût des hospitalisations ou des passages aux urgences. Voilà. Simplement pour ouvrir la discussion. Et là, je vous dis, j'ai rien préparé, donc je suis un petit peu gêné de me retrouver devant vous. Oui. Alors attendez, on va vous donner des micros. Est-ce que la mutualisation des infirmières de nuit permet de pallier le problème tarif global Non, c'est différent, puisque dans le tarif global, nous sommes passés par un système qui n'était plus un financement des médecins à l'acte, mais on pourrait dire à la capitation, ce qui était très très différent. Les confrères avec qui je travaillais avaient accepté de recevoir une somme par résident dont ils s'occupaient par mois, quel que soit le nombre de fois où ils le voyaient. Alors c'est vrai que ça demande aussi, sur le plan éthique, un fonctionnement un petit peu différent. Mais ils l'avaient accepté. Et on travaillait un petit peu d'une façon qui était très agréable pour eux. On avait tout le temps quelqu'un qui était capable de répondre au téléphone, quelqu'un qui était capable de se déplacer. J'ai pu avoir, par exemple, la labellisation d'une UHR dès la création des UHR. Donc j'avais 13 patients en UHR et je ne pouvais avoir une UHR dans du privé, c'était un privé associatif, c'était un associatif non lucratif et on pouvait l'avoir que parce que justement on avait cette possibilité d'avoir recours à un médecin quand on avait des troubles du comportement. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, je pense que c'est tout à fait inacceptable que d'avoir des prescriptions anticipées où on dit si monsieur un tel s'agite, donnez-lui du Zyprexa ou j'en sais rien, ou des gouttes de Risperdal. Alors qu'en fait, on s'aperçoit que ces prescriptions anticipées, très souvent, elles ont plus un effet de calme pour le soignant que pour le résident. Comme je l'expliquais à une équipe qui me disait « Ah mais vous voulez plus qu'on donne on n'a plus ces prescriptions anticipées, mais vous voyez, monsieur Untel, quand il s'agitait avant, on lui donnait 10 gouttes d'Aldol
Ah bon, alors vous lui donnez du Godaldol, c'était très bien. Ben oui, on lui donnait du Godaldol, on se retirait, et puis au bout de 20 minutes, il était calmé. Alors si vous arrivez à calmer quelqu'un avec 10 gouttes d'aldol en un quart d'heure, donc je leur ai expliqué qu'en fin de compte, c'était tout simplement elle que ça calmait, qu'elle se retirait, que le monsieur se sentait moins agressé par 3 ou 4 personnes qui étaient autour de lui, et qu'à partir de ce moment-là, il se calmait plus facilement. Voilà, et qu'en fin de compte, c'était pas ça. Donc c'est plus au niveau de la prise en soin qu'il faut rechercher une réponse aux troubles du comportement que par la prescription anticipée. La prescription anticipée est à mon avis dangereuse. Alors, pour les infirmières de nuit, bon, ben, c'est nous qui avons décidé de faire ça, c'est nous qui les payons. Mais ça ne rentre pas dans notre budget soins, hein, puisque ce n'est pas reconnu par l'ARS, et l'ARS ne nous finance pas pour ça. Vous savez qu'on avait des véritables problèmes de rémunération, de budget soins qui sont fournis par l'ARS. Je viens d'ouvrir un établissement où on va vers les 113 lits, on vient d'en ouvrir 93. Quand j'ai expliqué que chez nous, il n'y avait zéro contention, zéro barrière de lit, que c'était véritablement notre optique, que c'était une décision institutionnelle, on a supprimé, comme je l'avais fait dans l'établissement précédent, on a supprimé toutes ces formes de contention. J'ai dit, bon, il me faut du personnel. Et on me dit, ah ben oui, ben on va vous fournir, donc nous on a fait le calcul, c'était à peu près un aide-soignant pour 10 personnes. Comment voulez-vous être bien traitant quand vous demandez à des équipes de faire, à une AS de faire 10 ou 11 toilettes dans la matinée? On sait que ça ne peut pas déboucher, c'est ce que je leur avais dit. Je vous dis, il y a une certaine schizophrénie dans votre fonctionnement, parce que vous me demandez d'un côté d'être du bien traitant et de l'autre côté, vous ne me donnez pas les moyens. Donc on a véritablement ce problème-là qui se pose. Et je ne vois pas comment on peut y répondre. Alors le pathos, bon effectivement, le pathos. Donc je fais partie du groupe de médecins qui a fait la relecture et la réécriture de toutes les ordonnances pathos. Donc on a revu 240 ordonnances. Mais on a amélioré considérablement, certainement, la lecture de ces ordonnances. Et ça va avoir une répercussion au niveau aussi du coût de ces ordonnances. Mais comme on est à budget contraint, on pourra bien augmenter le nombre de points pathos, mais s'il n'y a pas plus d'argent, on fera simplement que diminuer la valeur du point. Je suis un petit peu polémique, mais je trouve que voilà, on est toujours dans cette optique-là et c'est quand même très très dérangeant. Alors on veut faire mieux, mais on n'a pas les moyens. Donc c'est pour ça, je pense qu'il est prouvé que quand on a des infirmières de nuit, dans certaines régions, on a mis en place des infirmières de nuit dans les établissements, on améliore le circuit, le déplacement de ces personnes-là. On diminue les hospitalisations. Oui. Pardon, excusez-moi. Je ne vous entends pas là. Parce qu'il y a un petit peu de bruit et j'ai du mal. Oui, bonjour. C'est enregistré et peut-être pour, les besoins de la rediffusion après, est-ce que vous pourriez vous présenter et puis présenter vos actions? Bon, je m'appelle Yves Carteau, je suis gériatre. Vous avez, comme je l'ai dit, un des plus vieux gériatres de France, puisque le premier diplôme que j'ai passé, je l'ai passé en 1972. Bon. Donc je me suis, depuis 1999, je ne m'occupe plus que des établissements, les EHPAD, où je travaille uniquement dans les unités dédiées aux personnes qui présentent des maladies neurodégénératives. Et le travail que j'ai développé, c'est comment prévenir les troubles du comportement par une approche non médicamenteuse. Voilà. Et je peux vous dire que ça marche. Alors bon, cette approche non médicamenteuse, elle est basée sur tout un tas de techniques. Que ce soit l'humanitude, que ce soit la méthode Montessori, que ce soit la revalidation de Naomi Fell, enfin voilà. Moi, ce que j'aimerais qu'on s'enlève de l'esprit, c'est que, par exemple, en dehors de l'humanitude, il y a point de salut. Parce que c'est un petit peu ce qu'on est en train de vouloir nous faire passer. Ou vous faites de l'humanitude ou vous êtes mauvais. Oui, l'humanitude est une bonne technique,
mais ce n'est qu'une technique parmi d'autres techniques, et elle n'est pas suffisante. Voilà. Je suis en train de me faire des amis. Je peux développer. Je peux développer. Bien, bon, alors, si vous voulez que je vous développe simplement notre prise en soin, bien, la première idée qu'on s'est posée, c'était est-ce qu'il est pertinent d'attacher quelqu'un, surtout quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi on l'attache. À mon avis, on ne peut attacher quelqu'un qu'avec son assentiment, ou bien si son état de santé nécessite des soins tels qu'on est obligé de l'immobiliser pendant quelque temps. Sinon, j'estime que c'est une atteinte à un droit qui est un droit inaliénable. Donc ça a été notre première démarche, ça a été la suppression de la contention. Et sur les 8 années dans lesquelles j'ai mis en place ce système-là, je peux vous dire que la dernière année, sur les 7 fractures que j'ai eues, en fin de compte, si je regardais les personnes qui s'étaient fracturées, il y en a 2 qui auraient nécessité une contention s'il y avait eu des contentions dans mon établissement. Donc il me semble qu'en fin de compte, les fractures qu'on voit, elles touchent plus facilement les gens qui sont les plus autonomes, plus que ceux qui ont plus de... Quand on travaille dans les unités Alzheimer, on s'aperçoit souvent que les personnes se laissent tomber plus que ont des véritables grosses chutes. Et dans les unités, j'ai pas tellement de fractures. Il arrive une période où vraiment on est amené souvent à beaucoup faire de points de suture ou autre, mais on n'a pas de... Vous savez qu'on a des interprétations sur les chutes chez les personnes qui ont des maladies, des troubles cognitifs. Je tombe parce que tu me laisses tomber, donc c'est une façon c'est une certaine... Bon, mais enfin bref, on ne va pas développer toute cette chose-là. Donc dans cette prise en soin, le premier point, ça a été de dire on supprime les contentions. On est arrivé à supprimer les contentions. Le deuxième point sur lequel on s'est interrogé, ça a été est-ce qu'il est pertinent de réveiller un malade, par exemple un malade Alzheimer, le matin. Donc j'arrive, je tape à la porte, bonjour, ah il fait beau, c'est l'heure de se lever. Bien, alors bon, moi dans mon interprétation, je pense que le malade Alzheimer, c'est peut-être le meilleur moment de sa vie, c'est peut-être le moment où il dort parce qu'il est totalement libre. Donc là, vous êtes face à quelqu'un qui est dans son cocon, vous arrivez, vous le réveillez, il ne comprend pas pourquoi. Bon, je pense qu'on a mis la pièce pour déclencher le trouble du comportement. S'il n'est pas agressif à ce moment-là, il le deviendra au bout d'un moment. Voilà. Donc on s'est dit, est-ce qu'il est pertinent de réveiller les gens systématiquement? Non. Bien, on a mis en place un système pour ne pas les réveiller. Je peux vous le développer si vous voulez. Et ensuite, on a développé aussi tout un tas une suite comme ça. C'est au niveau de la toilette, bon, ben on arrive, bon, si la toilette ne peut pas se faire, on repart, on revient. Donc, quand on a des équipes entraînées qui sont bien formées, on arrive véritablement à cette chose-là. Et on arrive à une autre conception de l'aide-soignante qui n'est plus une femme de ménage du corps, mais un véritable soignant. Moi, mon message au niveau des aides-soignantes, et je pense que c'est celui-là que vous voulez leur faire passer, vous n'êtes pas de simples femmes de ménage du corps, vous êtes des soignantes, vous êtes mes mains, vous êtes mes yeux. Vous seul êtes capable de me rapporter des modifications d'un comportement chez une personne que vous voyez tous les jours. L'infirmière voit le 10e de ce que vous voyez et le médecin ne voit rien. Moi, je suis aveugle. Donc, si je ne valorise pas cette fonction d'aide-soignante, en particulier dans les unités Alzheimer, je ne peux rien arriver à faire. Et donc, j'arrive à du burn-out chez ce type de soignants. Et quand ils partent, il y a une souffrance parce qu'ils ne sont pas arrivés véritablement à faire ce qu'ils auraient dû faire et ils ont le sentiment d'avoir mal fait. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, on peut s'interroger sur la pertinence du personnel qu'on nous fournit et que les ARS nous fournissent par l'intermédiaire du budget soins, comme je vous le disais tout à l'heure. Bon, dans une unité Alzheimer, je ne peux pas dépasser 7 toilettes dans la matinée. Mais on peut aussi s'interroger, face à une personne qui a des troubles du comportement ou qui a des troubles cognitifs, est-ce qu'il est absolument nécessaire que la toilette soit faite le matin? Elle peut être faite l'après-midi, elle peut être faite le soir. Et c'est très différent. Mais ça demande un changement d'esprit de la part des soignants. Donc voilà, on a développé, bon, les aides-soignants, ben, ce sont eux qui doivent faire les animations. Parce que ça donne une autre image du soignant. Et puis il arrive à quelque chose de très très différent. Au moment du repas, ben oui, on a aussi des techniques. Il faut aussi développer le manger-main. Vous savez, cette technique qui a été développée par un médecin qui travaille à Lausanne, que je suis allé voir. Parce que entre la période où la personne est encore capable de se servir d'une cuillère et d'une fourchette
Et le moment où il est plus capable, on a une période intermédiaire où il est toujours capable de se servir de ses mains. Est-ce qu'il n'est pas pertinent de le laisser continuer à s'alimenter en se servant de ses mains? Oui, on peut le faire. Mais ça demande une certaine technique au niveau de la cuisine. On va faire des boulettes, faire des aliments qui sont présentés de manière à pouvoir être mangés avec les mains. Et ce n'est que dans le troisième temps où on passera à véritablement à la substitution du geste de la personne par le aide-soignant. Donc c'est tout un tas de choses. La nuit, c'est bon, qu'est-ce qu'on fait pour éviter les troubles du comportement la nuit? Ben moi, j'ai quelque chose de très basique. Bon, déjà, je vous ai dit, pour supprimer les contentions, donc j'ai uniquement des lits qui sont des lits Alzheimer qui descendent à 17 cm du sol. Je mets à côté des matelas. Donc j'ai la possibilité de mettre un lit soit perpendiculaire au mur, soit contre le mur, de manière à mettre qu'un seul matelas ou deux matelas. Si la personne est capable de se lever, je ne peux pas mettre un matelas épais, parce qu'autrement la personne va tomber. Donc j'ai des matelas fins. La personne à ce moment-là va pouvoir marcher sur le matelas et se lever. Si la personne ne fait que rouler et tomber, à ce moment-là, un matelas épais est suffisant. Et est-ce qu'il est pertinent, dans la mesure où elle a roulé, elle est tombée sur un matelas épais, de la réveiller pour la remettre sur son lit? Ben non. On peut aussi le laisser sur ce matelas au sol, le recouvrir et le laisser dormir. Et on évite de le réveiller et de déclencher à nouveau un trouble du comportement. Donc de même, cette personne va se lever, elle va arriver dans un couloir où il y a peu de lumière. À ce moment-là, qu'est-ce qu'elle veut? Elle a envie de voir du monde. Enfin, moi, c'est la perception que j'ai. Donc à ce moment-là, elle va faire de l'exploration, elle va passer de chambre en chambre et elle va réveiller les personnes. Or, en fin de compte, il suffit de laisser le pôle central de l'unité très allumé pour que la personne se dirige directement vers ce pôle-là. Si vous avez un soignant qui est là pour le recevoir, on lui propose à boire, on lui propose à manger, on lui propose des fauteuils relax, elle va se mettre sur son fauteuil, de temps en temps on va lui proposer de retourner se coucher. Si elle ne veut pas, elle pourra passer la nuit. Quelle importance! Et j'ai pour ainsi dire plus de troubles du comportement la nuit. Et ils ne vont pas déranger les autres. En plus, pour moi, c'est intéressant parce que le matin, je sais si la personne a bien dormi ou pas. Donc si elle est encore endormie à 9h30, qu'elle a dormi toute la nuit, je peux me dire, est-ce qu'il n'y a pas un problème organique? Si je sais qu'elle n'a pas dormi de la nuit, à ce moment-là, je peux me dire, on va la laisser dormir plus longtemps. Alors on me reproche de ne pas leur laisser suffisamment de repères. Et je dis, à partir du moment où quelqu'un n'est plus capable de reconnaître sa femme, son fils, sa fille, est-ce qu'il est très important qu'il sache qu'il est 8h du matin ou 10h du matin? Voilà, mais c'est mon point de vue. Voilà. Simplement, ce que je vous donne, c'est quelque chose de vécu, c'est quelque chose qu'on a mis en place, on a quelque chose qui fonctionne. Vous voyez, une prise en soin la nuit de troubles du comportement, c'est relativement très facile. Mais on est loin de ce que je devais vous présenter, enfin pas ce que je devais vous présenter, les médicaments, la prise des médicaments n'est pas de la nuit. Voilà. C'est pas très facile. C'est pas très facile parce que ça demande un changement d'attitude et ça demande aux aides-soignants de travailler différemment. Et dès qu'on commence à toucher aux habitudes, c'est compliqué. Mais c'est ce que je leur dis. Vous dites, ah mais ça marchait très bien comme ça, pourquoi on va changer? Alors moi j'ai la réponse. Je dis, dans les années 70, quand j'allais dans des institutions, je voyais des salles communes avec 8 personnes attachées par un drap sur leur lit, nus, baignant dans leur urine ou autre chose. Et ça marchait très bien comme ça. Heureusement qu'on est quand même arrivé à s'interroger et à faire un petit peu mieux. Alors c'est vrai qu'on manque de personnel, mais je dis toujours qu'on peut faire mieux avec ce qu'on a. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas qu'on demande une augmentation du personnel. Voilà. J'aimerais apporter un témoignage qui va dans votre sens. J'ai un père qui a été en unité Alzheimer quelque temps et on parlait de refus de soins, de refus de toilette, de troubles de comportement. Et je me suis posé la question de pourquoi il refuse la douche. Donc j'ai donné une douche à mon père
Et j'ai très vite compris en fait. C'est-à-dire qu'il y avait un bouton pressoir qu'il fallait appuyer à peu près toutes les 10 secondes. La température de l'eau était jamais la même. Et je me dis que mon père, qui de toutes les façons n'était pas très patient à la base, avec ce genre de maladie, il l'est encore moins. Et je comprends très bien sa réaction, elle était totalement légitime. Donc quand on me dit que c'est à cause de la maladie, je dis que la maladie a bon dos. Et que d'abord amener un petit peu de bon sens dans le fonctionnement. Le problème de ce genre par exemple, de salle de bain était un problème pour la direction parce que le système n'était pas bon, mais il aurait fallu tout refaire, donc ça coûte très cher. Et donc, du coup, ils étaient contraints à l'hypocrisie parce qu'ils ne pouvaient pas m'apporter de réponse satisfaisante. Tout à fait. La maladie à bon dos. Donc oui, j'aime beaucoup l'approche de bon sens que vous avez et j'ai un certain nombre d'autres exemples de ce type-là. Donc on sait que dans la région de Toulouse, les établissements ont été interrogés. On a demandé aux médecins coordonnateurs qu'est-ce qui les dérangeait plus chez les personnes qui avaient des maladies neurodégénératives. Donc ils ont répondu les troubles du comportement. En premier lieu apparaissait l'agressivité. Donc on a interrogé, on est allé un petit peu plus loin. On a posé la question, sont-ils agressifs vis-à-vis des autres résidents? 18%. Sont-ils agressifs vis-à-vis des soignants? 80%. Est-ce qu'on n'a pas la réponse là? Qu'on est en train de mal travailler? On forme mal nos aides-soignants, on ne leur donne pas le moyen de faire face à ces troubles du comportement, on ne leur explique pas non plus qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense que c'est ça qui est dramatique. Parce que le malade Alzheimer n'est pas agressif. L'agressivité chez le malade Alzheimer, on estime que c'est entre 7 et 9% directement lié à la maladie et souvent directement lié à l'histoire de vie de la personne qui va expliquer. Et puis bon, les lésions qui vont toucher la partie frontale lors de l'évolution de la maladie. Voilà. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où bon, vous voyez une aide-soignante qui va vers un malade Alzheimer qui est dans un couloir, qui déambule, qui va pas fuguer parce qu'on arrête de parler de fugue, c'est la recherche d'un ailleurs en fin de compte. Hein. Arrêtons, la fugue c'est bon pour quelqu'un de 18 ans, c'est pas un malade Alzheimer. Bon, il est là, il va dans son couloir, il va vers je sais pas où. Et là, moi, soignant, j'arrive, bon, il est vieux déjà, donc je dois parler très fort. Bon, monsieur machin, bon, alors déjà, lui entend crier, il ne comprend pas, il est déjà sur la défensive. J'arrive par derrière, je le prends par le bras, ben, je mérite de prendre une gifle. Ce qui fait que je dis souvent à mes équipes, si vous prenez des coups, c'est que vous les avez mérités. Alors c'est très difficile, mais c'est simplement la façon d'ouvrir le débat et de leur expliquer qu'en fin de compte, non. Parce que ce n'est pas non plus celui qui va prendre le coup qui est responsable, mais c'est l'équipe. L'agressivité est souvent la conséquence d'une prise en soin qui a dysfonctionné. C'est une personne, deux personnes, trois personnes, et puis la quatrième, ben, ça explose. Je donnais comme exemple, j'ai une personne qui est au 3e étage, puisque moi j'ai quand même sectorisé mon établissement. Elle est au 3e étage, elle est au milieu de gens qui sont cognitivement intacts. Cette personne est déambulante, donc elle se trompe de chambre, elle rentre. Bon, alors, madame, il ne faut pas rentrer, dit la personne qui est dans la chambre. Bon, quand ça se fait une fois, deux fois, trois fois, ça crie beaucoup. Donc cette dame-là, chaque fois qu'elle croisait une personne, elle levait la canne. Donc on m'avait dit, elle est vraiment, elle commence à être agressive. Donc cette personne descend au rez-de-chaussée, elle va à l'accueil, je ne sais pas ce qu'elle veut, on appelle une aide-soignante, on appelle deux aides-soignantes, on n'arrive toujours pas à calmer cette dame, on appelle le médecin. Bon, donc je descends, la dame s'est assise, donc je m'approche d'elle, je sais un petit peu comment on fait, puisque c'est ce que j'explique à mes soignants, je m'approche d'elle, je m'assois à côté d'elle, je prends une gifle. Je l'ai mérité. C'est pas moi qui l'ai mérité directement, mais je l'ai mérité. Parce que tout ce qui a été fait avant a été mal fait. Donc c'est mon travail qui a été mal fait. C'est ce que j'ai expliqué à mes soignants, comment je les ai formés. Je les ai mal formés à partir du moment où j'arrive à cette agressivité et je prends une gifle. Donc voilà, c'est simplement pour expliquer. Et pour terminer l'histoire de cette dame, qui était très agressive, qui levait continuellement sa canne, on s'est dit, bon, maintenant, il faut la faire rentrer dans l'unité du premier étage, qui était une unité assez lourde, je vous expliquerai après. Donc, cette dame-là, on s'est interrogé, on a fait venir la famille, on a dit, on va la faire rentrer dans l'unité protégée, mais on était un petit peu inquiet parce qu'il y a ces signes d'agressivité. Bon, et puis à ce moment-là, j'avais deux messieurs qui étaient assez costauds, et je me suis dit, si elle lève la canne, si elle n'insulte pas le monsieur tout de suite, elle va prendre un coup.
On a pris cette femme dans l'unité, on n'a plus jamais eu un trouble du comportement à type d'agressivité. Non, ben, elle allait dans notre unité, elle changeait de chambre, elle rentrait, elle sortait. Il n'y avait plus personne pour lui dire « Mais non, madame, il ne faut pas vous approcher pas, reculez, partez. » Donc voilà. On a eu cette disparition de troubles-là. Donc en fin de compte, on s'aperçoit que très très souvent, ils sont générés par l'entourage. Voilà. Et donc nous avions une unité de 32 lits, on m'a toujours dit c'est une aberration. Donc au départ, on avait des contraintes architecturales, puisqu'on avait des étages à ce niveau-là de 32 personnes. Donc c'était pas une bonne réponse de prendre 32 personnes. Mais en y réfléchissant un petit peu, sur le plan éthique, les unités de 14, bon, 14 pourquoi? Pour des contraintes simplement de sécurité incendie, en fait. C'est ça le problème des 14. Bon, vous rentrez quelqu'un dans une unité protégée, au moment où il perd la déambulation, vous devez le sortir de l'unité protégée. Mais est-ce qu'on s'interroge un petit peu sur le plan éthique? Est-ce que c'est acceptable sur le plan humain? Vous avez quelqu'un qui a des troubles du comportement, qui a souvent plus comme seul repère que le soignant avec lequel il a encore ce contact, parce que quel que soit enfin pour moi et pour beaucoup, quelle que soit la destruction au niveau cérébral, il persiste toujours un cerveau affectif. Hein, et ça, on le voit très très bien. Et je pense qu'à partir du moment où les aides-soignants ont eu ce sentiment-là, on a une prise en soin qui est beaucoup plus humaine et beaucoup plus bienveillante. Bon, donc, on prend cette personne-là, on la sort, donc elle n'a plus ce contact qui lui reste avec les soignants, on la met dans une unité où elle n'a plus aucun repère. Bon, il y a les grabataires, c'est moins grave, mais en attendant, le repère principal qui est celui du soignant disparaît. Est-ce que humainement c'est acceptable? Donc on a dit, les gens qui rentreront dans notre unité, ils iront jusqu'au bout. Voilà. Et si vous voulez, dans l'établissement qu'on est en train d'ouvrir, sur lequel j'ai beaucoup participé, en particulier au niveau de la prise en soin des malades Alzheimer, j'ai prévu 3 unités Alzheimer. Une unité pour des malades qui sont à des formes modérées, à des formes sévères et en fin de compte à des grabataires. Et on a ainsi un continuum dans la prise en soin et les équipes doivent tourner sur les 3 unités, ce qui fait qu'il persistera toujours ce contact avec le soignant qui reste souvent le dernier contact. Donc voilà, on a essayé de pallier à ce problème-là comme ça. Et puis au milieu, on a mis un PASA, donc ce qui nous permet ensuite de répondre à des gens qui ont des troubles, qui ont une maladie qui est plutôt débutante. Donc on répond quand même à une partie, parce que sur 113 lits, on sait maintenant que les dernières études nous montrent qu'on a 70% de personnes qui sont atteintes de maladies neurodégénératives. Hein. Voilà. Donc, mais on arrive à peu près à répondre aux plus grands problèmes qui sont présentés par ce type de patients. Voilà. J'ai une question. Oui, bien sûr. Donc vous allez avoir un établissement avec 113 lits. Vous avez combien de personnel pour pouvoir accueillir toutes ces personnes? Alors je vous réponds, si je me contente de ce que me fournit l'ARS, ben voilà, j'en ai pas assez. Alors j'ai la chance de travailler avec une association qui s'appelle l'Union des blessés de la face et de la tête. Et on finance une partie de nos soignants avec le budget hébergement. Parce que notre finalité n'est pas de faire du bénéfice. Elle sera à l'horizon d'arriver simplement à équilibrer. Et on en est loin pour l'instant. Voilà. Oui. Lorsque des résidents vont dans des chambres voisines, et oui, ce qui génère quand même beaucoup de... C'est très intrusif pour celui qui est visité. Est-ce que vous préconiseriez de fermer les chambres? Non. Non, jamais. Jamais. Moi, j'ai jamais eu de problème. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'étude de Toulouse, où on vous dit que le malade, l'agressivité vis-à-vis d'un autre patient, elle est que de 18%. Moi, je suis très très étonné de voir des aphasiques, bon, des gens qui ont des langages totalement déstructurés, qui se rencontrent et qui se parlent. Est-ce qu'il y a bon, et puis ils repartent.
Bon, ben moi, les miens, ils vont de chambre en chambre. Bon, ils peuvent s'asseoir dans la chambre du voisin. On voit parfois, ils viennent s'installer dans le lit avec la personne. C'est quand même c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu le problème, mais c'est pas quand même quelque chose qui est excessivement fréquent. Et après, bon, il faut aussi développer la façon d'intervenir du soignant, ne pas être, voilà. On a tout un tas de techniques qu'on a mis, enfin, qui sont en place. C'est le décodage du non-verbal, c'est toutes ces choses-là. Il faut qu'il y ait une adéquation entre le visage de la personne qui va intervenir, le ton de sa voix, le discours. Donc, quand vous commencez à parler à quelqu'un qui a des troubles de la parole et des troubles de la compréhension et que vous lui faites des phrases longues, vous savez très très bien que plus la phrase sera longue et plus il aura le temps de se perdre dans la phrase. Donc faites des phrases courtes. Quand vous posez des questions fermées. Mais mettez toujours en adéquation et votre visage et le ton de votre voix, la prosodie. Je pense que c'est indispensable. Parce que bon, on sait quand même qu'il y a quelque chose qui est à peu près commun à l'humanité, ce sont les mimiques. Hein, où que vous alliez, si vous faites un sourire ou si vous faites une grimace de dégoût ou de colère, vous serez compris en face de vous. Ben, n'oublions pas que ces personnes qui ne sont plus dans le verbal ben, ont toujours cette capacité à ressentir ces choses-là. Voilà. Et moi, pour la persistance du cerveau affectif, je donnerai simplement comme exemple, ce qu'on voit très souvent, c'est les aphasiques qui, face à une situation, vont parfois être amenés à reparler. J'avais un médecin qui avait un langage totalement déstructuré, on ne comprenait plus du tout ce qu'il disait. Il se retrouve dans la partie où il y a des gens qui n'ont pas de maladie. Vous avez deux dames qui sont en train de dire pique-pendre sur une troisième, comme on le voit très très bien, parce que très souvent, ils ne sont pas gentils entre les personnes âgées. Et donc, ce monsieur qui est incapable de parler se lève et dit « Ça n'est pas bien de se moquer des autres. » Dites-moi qu'il n'y a pas encore quelque chose qui reste là-dedans, là. Moi, je suis persuadé que ça va jusqu'au bout. Hein. Moi, je sais que quand, des fois, très, très proche de leur mort, bon, on n'arrive plus à les lever, c'est vraiment la fin. Si vous vous mettez à côté d'eux, vous leur parlez doucement, vous les caressez, vous les embrassez, parce que moi, je suis toujours très proche de ces personnes-là, et c'est ce que je demande à mes soignants, parce que, bon, garder la distance thérapeutique, ben, c'est de faire de ces gens-là des objets de soins, avec tout ce qu'il y a de négatif dans la notion d'objet. Donc je me retrouve à côté de cette personne-là, et si l'œil arrive à s'ouvrir, ben, je suis persuadé qu'il y a encore quelque chose qui persiste dans ce regard. Voilà. On dirait que c'est... Voilà. Excusez-moi. Oui. Bon, excusez-moi, hein, je ne voulais pas vous parler, c'était pas prévu. Une dernière question. Oui, excusez-moi, dans notre établissement, il y a quand même beaucoup de barrières de lit. Oui. Bon, c'est une contention un peu à minima. Oui. Donc je vous réponds tout de suite. Pour moi, la barrière de lit, ce n'est pas une réponse, parce que soit la personne n'est pas capable de se lever. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas besoin de mettre une barrière. On met un matelas, elle tombe sur son matelas. Bon, mais ça nécessite du matériel. Il faut que vous ayez des lits Alzheimer dans tout l'établissement. Soit elle est capable de se lever, et à ce moment-là, elle va passer par-dessus la barrière, elle tombera de plus haut, elle sera beaucoup plus mal. Voilà mon expérience. Je vous remercie, excusez-moi, je vous ai pris votre temps.